Et je vous souhaite tous la bienvenue aujourd'hui pour un nouveau webinaire sur l'effet du Covid-19 et de cette crise, et puis des analyses qu'on peut en tirer. Alors aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir le professeur Pierre Vermeuren, qui est normalien, agrégé d'histoire, et qui a notamment, et entre autres, et n'hésitez pas à compléter si j'ai oublié des choses importantes, et qui a publié une tribune remarquée dans le Figaro il y a quelques jours, notamment sur le rôle des élites dans la gestion de cette crise. Et c'est un sujet qui concerne particulièrement les polytechniciens. Et d'ailleurs, j'ai partagé avec le professeur Vermeuren pas mal de réactions déjà d'X, à qui ça faisait penser à certaines analyses qu'ils avaient fait, notamment sur la place des corps, la place des X dans la haute administration. Donc, je vais laisser la parole au professeur Vermeuren pour donc, une vingtaine de minutes. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Et moi, je les synthétiserai et je les poserai ensuite à l'orateur. Ou alors de demander à lever la main et je vous donnerai la parole pour poser votre question. Voilà, professeur Vermeuren, c'est à vous pour votre intervention. Bien, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Merci, cher Daniel, de m'avoir contacté. Je vais vous parler donc assez brièvement. On m'a demandé, je voulais vous dire que je n'adore pas cette technologie et que j'aimerais mieux avoir devant moi des êtres de chair et de sang, mais enfin, on n'a pas vraiment le choix par ces temps. Vous avez eu la gentillesse de m'adresser effectivement des articles qui ont été écrits notamment dans la revue des Polytechniciens, mais aussi des tribunes qui ont été publiées dans la presse. Et donc, je vois effectivement que, d'une certaine manière, ce que j'ai avancé dans cette tribune que j'avais intitulée, qui a été publiée la semaine dernière, en début de semaine, pardon, La crise sanitaire hors d'Ali de la France déclassée. J'ai vu que ces idées générales, je dirais, d'un observateur, parce que je n'ai pas évidemment niveau compétences, niveau qualification dans ces domaines, mais enfin, en tant qu'observateur, nos préoccupations se rejoignent. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière d'historien en faisant une thèse sur la formation des élites au Maroc et en Tunisie, disons au Maghreb. Et c'est vrai que j'ai été amené à rencontrer beaucoup de polytechniciens et d'ingénieurs parce que vous savez qu'au lendemain des indépendances, ces pays étaient dotés vraiment d'une poignée d'ingénieurs et notamment des ingénieurs des ponts et beaucoup d'X-Mines, mais beaucoup d'X-Ponts, etc., qui se sont retrouvés à quelques-uns en charge de la conduite de pays entiers. Alors, je ne suis pas un fanatique du gouvernement ni technocratique ni autoritaire. Je pense qu'une démocratie, c'est à peu près ce qu'on fait de mieux. Toutefois, évidemment, une démocratie suppose un certain nombre de compétences. Et ces compétences, je les ai vues, je les ai étudiées. Et c'est vrai que ça m'a donné une certaine sensibilité à ces questions. Par la suite, j'ai été professeur en prépa HEC où j'ai enseigné pendant plus de 6 ans l'histoire, géographie économique et donc les réalités économiques du monde contemporain, et notamment à travers la science, la technique et leur développement depuis le 19e siècle, sont des choses qui m'ont particulièrement intéressé avec les effets sur un territoire comme celui de la France. Voilà, donc pour vous dire un petit peu que même si je suis plutôt spécialiste du Maghreb et du monde arabe, pour avoir beaucoup vécu dans cette région, je n'en suis pas moins quelqu'un qui m'intéresse à ces problèmes contemporains, et donc la question des élites, à la question de la gouvernance de l'État et aux structures qui nous dirigent finalement et dont nous sommes à la fois les acteurs et les spectateurs. C'était presque il y a 20 ans qu'un de mes collègues avait publié La France qui tombe, qui avait été beaucoup critiqué et aussi beaucoup commenté en tout cas, qui avait très bien vendu, parce que ce livre avait soulevé un tabou en quelque sorte, le tabou du déclassement de la France, du déclassement de la France et de son économie et de son système de production, de son système de gouvernance aussi. Alors évidemment, on l'avait accusé d'être décliniste, mais je dirais qu'il ne faut pas mélanger la question du déclassement ou du classement et la question du déclin. Parce que c'est vrai que dans le déclin, le problème, c'est qu'il y a une dimension morale
et tout de suite, on renvoie à des catégories telles que réactionnaires ou autres, alors qu'il me semble que le déclassement, c'est quelque chose qui peut s'observer, non pas comme un fait de nature, mais comme comme le produit d'une expérience finalement que l'on serait amené à regarder, non pas dans un laboratoire, mais dans le monde réel. Et donc, cette question du déclassement, elle m'a à nouveau sauté aux yeux d'une manière beaucoup plus visible, puisque cette fois-ci, c'est la société qui souffrait, et la société l'a exprimé il y a 2 ans, au moment de la crise, ou il y a 1 an et demi, au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est vrai que on a entendu énormément de choses sur cette crise, on a entendu beaucoup de bêtises, beaucoup de choses intelligentes, beaucoup de proclamations idéologiques, mais il est certain que un fait ne pouvait pas être nié, c'était la souffrance d'une très grande partie des classes populaires, ou en tout cas même plus des classes moyennes françaises, qui se sentaient ou qui constataient, qui faisaient le constat de leur mise à l'écart du processus de production, de leur impuissance, de la stagnation, voire du déclin de leur niveau de vie, etc. Et donc, cette crise aujourd'hui qui nous frappe, la crise du coronavirus, c'est une fois de plus un révélateur, quelque chose qui dévoile des réalités qu'on a du mal à accepter, parce qu'on reste dans cette idée que nous sommes une grande puissance, que nous sommes un des pays les plus riches du monde, que nous sommes le cœur de l'Union européenne, etc., etc. Vous connaissez toutes les formules qui ne sont pas bien sûr fausses, mais qui en même temps ne doivent pas masquer un certain nombre d'évolutions qui nous amènent là où on en est, c'est-à-dire dans une certaine détresse du peuple français dont j'ai parlé à l'instant, et aussi dans un certain nombre d'impasses dans lesquelles se retrouve l'État, puisqu'on voit que dans justement une des plus grandes puissances du monde, une des plus grandes puissances industrielles, même nous dit-on, on peine aujourd'hui à fabriquer des masques, ce qui est quand même extraordinaire. Hein. Le Maroc actuellement se targue à juste titre de fabriquer 7 ou 10 millions de masques par jour, je ne sais pas, 7 je crois, tout simplement parce qu'il a une industrie textile et que nous, on n'en a plus. Donc c'est sûr qu'à cette aune-là, nous ne sommes plus une grande puissance textile. Nous sommes un grand importateur de textiles, c'est certain. Mais au-delà de cette petite anecdote sur les masques, mais on voit que finalement cette anecdote, elle va nous ruiner, ou en tout cas elle va contribuer à avoir des conséquences tout à fait inattendues, c'est tout le rôle de l'État dans notre société qui pose question, puisque au fond cet État, pour nous en France, certains disent que l'État a fait la France, certainement. En tout cas, il y a une culture de l'État qui remonte à l'Ancien Régime, qui a été renforcée bien sûr par la Révolution, le jacobinisme, par Napoléon, et tous les régimes jusqu'à nos jours ont eu cette importance donnée à l'État, d'où la question des ingénieurs d'État qui les avaient mis au tout premier rang, et aux ingénieurs militaires, puisque notre histoire est très militaire, très étatique et tardivement, je dirais, industrielle. Mais tout ça a fait converger notre vision et nous avait donné en quelque sorte la croyance d'un État stratège, d'un État planificateur qu'il est devenu lors des 2 guerres mondiales, et puis il l'a été dans les 30 Glorieuses, et d'un État visionnaire avec cette idée que De Gaulle a voulu donner d'un président de la République au-dessus des institutions, au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis, qui regarde l'avenir et qui voit, grâce à son appareil étatique et grâce aux élites qui l'entourent, qui essayent de voir au-delà de l'horizon. Eh bien, aujourd'hui, on a un président de la République, bien sûr, qui est redescendu sur Terre. On a tout un appareil d'État à la peine qui essaye d'éteindre l'incendie, de gérer les crises. Et au fond, c'est tout. La question institutionnelle n'est pas posée en tant que telle, mais on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement général, ça renvoie au fait que l'État a abandonné un grand nombre de ses attributs, de ses fonctions, et notamment cette vision stratégique, cette vision planificatrice à tous les niveaux. Et en tout cas,
peut-être plus que l'abandon même de cette vision, c'est l'abandon, l'oubli, la perte de l'attention. Hein. Je lisais qu'il y a quelques années, un rapport des services de renseignement français avait annoncé qu'en cas de pandémie, on serait dans une très grande difficulté. Donc voilà, quelqu'un l'a vu et quelqu'un l'a dit et quelqu'un l'a écrit à l'intérieur de l'État, mais tout le monde l'a oublié. Et déjà, à l'occasion de la crise précédente du SRAS, une planification générale avait été mise en place sur le territoire avec l'utilisation de bâtiments publics, de lycées pour faire des hôpitaux de campagne. Et tout ça a été oublié. En moins d'une dizaine d'années, toute notre prévision, notre organisation, notre anticipation a été vidée de sa substance. Et donc, on en est là effectivement aujourd'hui. Et donc, cette crise, si vous voulez, elle nous renvoie à cette réalité, elle nous renvoie aussi aux carences et aux évolutions de notre histoire industrielle, parce que non seulement on ne peut pas fabriquer de masques, mais on peut pas fabriquer apparemment de respirateurs, et il nous manque aussi beaucoup de produits, y compris les plus anodins comme des thermomètres, mais aussi de la chimie comme le curare, etc., etc. On voit bien aussi que ça renvoie à notre histoire militaire, puisqu'on nous montre aujourd'hui comme un exploit la réalisation d'un hôpital militaire de campagne avec 30 lits, alors qu'il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, on pouvait construire des milliers de places en quelques jours, puisque les hôpitaux militaires étaient habitués à construire des hôpitaux de campagne, non pas en une semaine sous les yeux du président de la République, mais dans le silence et en une journée très rapidement. Donc, ça renvoie à l'histoire militaire et à son évolution, ça renvoie aussi à notre histoire. Je dirais qu'un État qui est puissant, c'est un tout. C'est un État dans lequel il y a une grande industrie, une armée puissante, une littérature puissante, et finalement tout ça s'épaule. Bon. Alors, comment en étant arrivé là rapidement, c'est bien sûr presque une question philosophique. Ce n'est pas une question qu'on peut traiter en 5 minutes. Mais un des éléments, certainement, c'est le changement des élites, à la fois le changement des élites qui dirigent ce pays et leur rétrécissement. Je m'explique. Ce que je veux dire par rétrécissement, c'est que autour de Charles de Gaulle et dans l'appareil d'État dans les dernières décennies, bien sûr, il y a toujours eu des crises, il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des problèmes, des carences, des erreurs, mais il y avait au moins des voix. C'était un peu polyphonique, la direction de l'État. On y trouvait des intellectuels, des écrivains. Pensons à Malraux. On y trouvait des ingénieurs, on y trouvait des officiers, on y trouvait des créateurs d'entreprises, ou différentes catégories, bien sûr, ne parlons pas aussi des classes populaires qui ne font plus partie du paysage, mais au fond, ce rétrécissement, il a donné le pouvoir à deux groupes, finalement. Le groupe des juristes, on pourrait presque dire d'un côté le Conseil d'État, qui est le cœur juridique de la nation tel qu'il a été fabriqué au début du 19e siècle, et parfois même cela remonte à l'Ancien Régime. Et l'autre groupe, c'est, je dirais, le conseiller municipal ou en tout cas le militant, c'est-à-dire l'homme des partis politiques. Donc, il y a une drôle d'alliance, finalement, entre les collectivités locales, les pouvoirs locaux, d'un côté, et la machine étatique dans ce qu'elle a de plus central, c'est-à-dire le Conseil d'État, le Conseil, enfin, la Cour des comptes, les différentes institutions qui sont en haut de la pyramide administrative. Alors, pourquoi est-ce que cet État polyphonique, il a débouché sur une sorte de monopole? Alors, bien sûr, il y a la création de l'ENA. Il y a le fait que l'ENA a été voulu au lendemain de la guerre pour rationaliser l'État, pour le rendre plus efficace. Mais au fond, comme tout système, il peut comporter des dérives. Et ce corps en expansion dans les années 50-60 a pris finalement une sorte de monopole, et il s'est entendu finalement avec les partis et les élus locaux pour déconstruire ce que De Gaulle avait voulu, c'est-à-dire, ou plus exactement, pour reconstruire ce régime des partis et cette sainte alliance entre le Conseil d'État, c'est un schéma, j'en conviens, et l'élu local. Ça donne la décentralisation et ça entraîne donc des évolutions auxquelles nous sommes aujourd'hui confrontés d'une manière un peu brutale. Alors, parce qu'effectivement, je dirais que une des conséquences de ces évolutions, c'est que deux matières, deux domaines de compétences sont devenus centraux, c'est-à-dire d'une part le droit, alors l'état de droit, la règle de droit,
qui bien sûr trouve un écho très profond dans la construction européenne, puisque la construction européenne est une construction juridique. Ce n'est pas une construction scientifique, ce n'est pas une construction non plus basée sur la culture, c'est une construction qui est basée sur la règle de droit. Et l'autre pilier, c'est le... Alors, ça s'explique, hein, le discrédit des idéologies, l'histoire tragique du XXe siècle permet très bien de comprendre comment on a décidé ça. Mais toujours est-il que la règle de droit est celui donc, qui maîtrise la règle de droit, celui qui est en haut de la pyramide juridique, apparaît comme celui qui est la bonne personne au bon endroit, qui a la légitimité. Et au fond, cette légitimité du droit, elle a progressivement déclassé, elle a progressivement fait passer au second plan ceux qui étaient considérés un petit peu comme, je dirais, inutiles, je dirais en gros les profs et les intellectuels, et ceux qui paraissaient un peu barbants, ou en tout cas un peu trop techniques, les ingénieurs, etc. Et donc, ce recentrage sur le droit, c'est quelque chose qui a entraîné des changements de structure très profonds, c'est-à-dire que quelque chose qui préoccupe un ingénieur normalement ou qui préoccupe un officier, la planification, l'anticipation du risque, la vision globale, les conséquences à long terme, tout ça, bien sûr, disparaît. Et ce qui est apparu, en revanche, c'est un état social. Un État social qui est une construction voulue à la libération, mais un État social qui est devenu tentaculaire et qui, au fond, est devenu le champ de compétences à la fois des élus locaux et de l'appareil d'État, qui ont construit un énorme État social qui est un distributeur d'allocations. Et vous allez me dire quel est le rapport avec ce qui vient d'être dit. Et le rapport avec ce qui vient d'être dit, c'est justement que notre État a abandonné des domaines de production en grand nombre, y compris les plus stratégiques, je pense à l'acier, enfin on pourra revenir sur ces domaines très rapidement, mais on peut tout de suite, hein, la chute de la production industrielle, la chute de la production agricole et d'une manière générale de tout le système productif, c'est quelque chose qui est tout à fait fascinant et qui veut dire qu'à un moment on l'a abandonné. On l'a abandonné parce qu'au fond, c'est la règle de la concurrence qui doit primer, c'est la règle de la bonne concurrence, c'est le libre-échange. Et donc l'abandon de la vision stratégique fait qu'aujourd'hui, dans un pays riche du point de vue de l'agriculture comme la France, on importe 45% de notre alimentation. Dans le domaine industriel, on importe 80% de nos médicaments. Alors cette maladie assez nouvelle, elle n'est pas propre à la France, puisque j'ai vu que les États-Unis importent 100% de leurs antibiotiques de Chine, et donc ils se sont mis pratiquement dans les mains d'une attaque bactériologique, c'est tout à fait extraordinaire. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est quelque chose d'assez récent et c'est quelque chose dont on prend connaissance actuellement. Alors, cette baisse du système productif, elle a eu pour conséquence, et le bradage de grandes industries, j'ai vu que vous en faites évidemment allusion et même précisément dans vos publications, ça a pour conséquence un chômage massif, ça a pour conséquence l'inutilité d'une grande partie des classes populaires françaises et ça transforme l'État en prestataire d'allocation parce qu'il doit compenser pour la stabilité locale, pour la stabilité sociale et économique de l'ensemble, il compense finalement ce désengagement dans le système productif par une compensation sous forme de distribution de toutes sortes. Et c'est comme ça que la France se retrouve avec un État social tout à fait gigantesque, puisque c'est pratiquement le plus gros prestataire du monde, en tout cas en proportion, avec 700 milliards d'euros par an, ce qui est tout à fait exceptionnel. Donc, ce système dirigé par des juristes, a donné une grande place aux financiers, puisque les financiers sont chargés, aujourd'hui, ils ne sont pas chargés de financer l'industrie, ils sont chargés de financer la dette. Et donc, le système bancaire, le système financier, dans ce contexte, prend une très grande importance. Et Bercy, bien sûr, met ses meilleurs hommes, ses meilleurs techniciens à la direction, bien sûr, non pas des finances publiques, mais justement du financement de la dette, parce qu'il faut absolument chaque année emprunter plusieurs centaines de milliards aux taux les plus intéressants, et il faut jongler avec le refinancement constant de cette dette qui ne cesse d'augmenter depuis plus d'une quarantaine d'années. Là encore, c'est une vision tout à fait particulière de non-anticipation de ce qui pourrait arriver par la suite. Alors, il est quelle heure, s'il vous plaît? 18h09, c'est ça?
18h49. 49, pardon. Oui, c'est ça. Alors, encore quelques éléments. Euh, donc, le résultat, c'est que les grands corps d'État sont invités à... Enfin, ils sont invités à rien du tout. Les grands corps d'État, pour certains d'entre eux, ont été démantelés. J'ai apprécié votre article sur le corps des ponts, évidemment. Moi, j'avais parlé de la DDE dans mon article, qui était la partie visible du point de vue de la société. Mais le résultat, c'est que ces élites qui sont toujours formées par l'État avec grande rigueur et grande qualité, elles sont devenues un petit peu, soit elles ont été attirées par le monde de la finance, soit elles sont devenues un peu moins, voilà, elles n'ont plus la main en quelque sorte. Hein. Vous disiez que les polytechniciens aujourd'hui partent à l'étranger, ce qu'on connaît pour beaucoup d'entre eux, notamment les jeunes, sont embauchés par les industries étrangères, travaillent dans la finance, etc. Moi, je pourrais vous donner l'exemple des Normaliens qui, au lieu de faire leur boulot de prof pour les jeunes générations, essayent à toute fin de passer soit HEC, soit l'ENA, parce qu'ils ont bien compris où ça se passe. Et donc, au bout d'un moment, ces vieilles institutions bicentenaires vont tomber un jour de leur belle mort, parce qu'on dira, bah, finalement, elles ne servent plus les intérêts de l'État, etc., etc. Alors, donc, si les Normaliens essayent d'aller à Sciences Po et si les polytechniciens partent aux États-Unis, effectivement, mais que les dépenses publiques restent malgré tout aux mains de l'État, on voit bien que ça contribue à cette carence dont je parlais. Et au fond, l'armée, elle existe toujours, mais elle est réduite à son strict minimum. Enfin voilà, donc les secteurs qui n'intéressent pas le cœur actuel de l'État, les élites réelles, qui sont tout à fait à la peine. Alors cet État, il repose sur quoi aujourd'hui? Il repose sur les communicants. Hein, moi, je suis très impressionné par le... Là, il y a une vraie armée tout à fait efficace dans les médias qui nous dit un petit peu qui est obligé de nous dire ses doutes, bien sûr, et ses interrogations, mais qui quand même contient la société à travers les informations, les chaînes d'information continue, les chaînes publiques, la grande presse, etc. Donc, il y a, je ne dis pas qu'on n'est pas dans un pays où la presse est libre, mais on voit bien qu'il y a quand même une sorte de courant dominant qui essaye de fabriquer à la fois de la stabilité et du consensus. Quand ça ne fonctionne pas, bien sûr, le ministère de l'Intérieur a un rôle très important. On l'a vu dans ces dernières années, hein, si on réfléchit à ces dernières années, entre la crise terroriste, la crise des Gilets jaunes, les émeutes de banlieue, les émeutes sociales et aujourd'hui le confinement, on voit qu'il y a vraiment cet appareil de l'État, donc qui est sous la coupe aussi des juristes, mais qui est un corps particulier en quelque sorte. Il joue un rôle tout à fait considérable. Et puis enfin, il y a la bureaucratie. Le troisième pilier, c'est donc cet appareil juridique tout à fait conséquent dont Max Weber avait anticipé le caractère d'auto-expansion, si je puis dire. Et on se retrouve dans un État qui est un producteur de lois. Alors c'est vrai que la loi a été sacralisée par la Révolution française d'une certaine manière, mais aujourd'hui, on en est à 10 500 lois, on en est à 130 000 décrets, on en est à 400 000 normes, hein, des règlements ou des circulaires. Donc on voit que c'est absolument tentaculaire. Et au fond, ça suppose, pour maîtriser cette complexité juridique absolument inouïe, ça suppose effectivement une bureaucratie, un appareil juridique hors du commun. Hein, parce que c'est quelque chose qui d'ailleurs entrave l'État, le rend illisible aux yeux des citoyens, mais aux yeux de ses propres acteurs, mais aussi à tous ceux qui sont dans l'attente, au fond, de ces, non pas de ces prestations, mais les clients de l'État, par exemple, aujourd'hui, sont confrontés à un mur réglementaire absolument considérable. Alors le résultat, c'est que cet État qui a changé à travers ses élites, qui n'anticipe plus beaucoup et qui finalement a changé non seulement dans ses structures et dans sa présentation, mais dans ses modes de fonctionnement, eh bien nous met dans une situation où on n'est pas prêt et où on voit qu'on était à la merci de la crise. Effectivement, l'industrie ayant été en partie démantelée dans des secteurs les plus vitaux, la production ayant été démantelée, elle ne répond plus. Et c'est le paradoxe donc de cette crise, au fond. Si on compare aux pays asiatiques, non seulement ils avaient la stratégie, non seulement ils avaient la prévision, non seulement ils étaient prêts, mais de toute manière, ils avaient une industrie à leur disposition. Et c'est vrai, bien sûr, pour la Chine, qui est l'usine du monde, je l'entends, mais c'est vrai aussi pour tous ces
voisins, y compris ceux qui ne sont pas très amis avec elle, même si aujourd'hui elle a de moins en moins d'ennemis. Donc, la crise du secteur industriel, la crise du secteur agricole, j'en ai déjà dit un mot, la crise du médicament, évidemment. Et donc, finalement, ce virus, aussi important soit son offensive, cette pandémie, on voit bien qu'un certain nombre d'États se sont organisés pour y faire face, que ce soit les États asiatiques, que ce soit dans une certaine mesure l'Allemagne, puisqu'elle a une population plus âgée que la nôtre, pour une partie d'entre elles, et que jusque-là, elle tient parce qu'elle a une industrie, et finalement, les modes de confinement sont beaucoup moins rigoureux, en tout cas que chez nous. Ça peut bien sûr changer, mais voilà, pour conclure, je dirais que au-delà des quelques éléments que je viens de dire devant vous, qui ne sont pas innovants peut-être, mais en tout cas qui résonnent en nous d'une manière particulière depuis un mois et demi, je dirais que ce qui est affolant un petit peu quand on regarde ce qui se dit aussi dans les médias, quand on écoute les médiateurs eux-mêmes, c'est de voir la difficulté à appréhender cette épidémie qui est un phénomène scientifique, qui peut donc s'appréhender d'une manière rationnelle. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une attitude vis-à-vis de la science extrême en général et vis-à-vis de la médecine en particulier, une attitude, si on voulait être méchant, on dirait pathétique, mais en tout cas, on observe qu'il y a à la fois une peur, il y a une grande ignorance, il y a beaucoup de doutes sur les compétences techniques, etc., beaucoup de confusion. Et du coup, l'appareil d'État, plongé dans ce système et au milieu de ce champ, en quelque sorte, il hésite, il oscille, il est dans la confusion, il est dans le désordre. Et même si, bien sûr, la voix présidentielle ou la voix du Premier ministre tente de temps à autre de remettre un peu de rigueur et un peu d'ordre, on voit néanmoins qu'on est quand même promis à une situation économique absolument invraisemblable, et que du coup, une des conséquences de cette crise sera forcément la réforme de cet État, non pas sa reconstruction parce qu'il n'est pas par terre, mais en tout cas son réaménagement, et en tout cas peut-être un rééquilibrage entre les différentes forces qui le dirigent ou qui pourraient le diriger. Alors évidemment, ce n'est pas simple aujourd'hui de dire aux Français à qui on a expliqué que la décentralisation et les collectivités locales et la démocratie participative étaient absolument le début et la fin de la démocratie. Ce n'est pas expliqué de leur dire qu'il y a des compétences stratégiques qui ne peuvent pas, ou en tout cas des objectifs qui ne peuvent peut-être pas faire systématiquement l'objet de débats publics collectifs, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un équilibre à réinventer et à trouver. Voilà, je vous remercie pour ces quelques mots de la première partie de cette intervention. Merci, professeur Vermeuren. C'est passionnant. Il y a donc quelques questions déjà dans le chat. Je vais vous poser les premières questions écrites, et après je donnerai la parole au camarade Salmona qui a une question orale à vous poser. D'accord. Alors, si je synthétise, donc déjà une remarque, donc vous citiez La France qui tombe, donc il y a Hubert Lévy-Lambert qui rajoutait l'auteur Nicolas Bavrez, et qui rajoutait un autre rapport de 2004 qui est Le sursaut vers une nouvelle croissance pour la France de Michel Camdessus, qui est en fait le rapport qui a donné l'envie à un groupe de polytechniciens, notamment Hubert Lévy-Lambert, de créer X sursaut. Donc voilà, ça résonne particulièrement en nous. Alors, donc quelques questions. Donc première question. Qu'est-ce que vous pensez du démantèlement de nos centrales nucléaires, qui vient d'être confirmé hier au journal officiel? Deuxièmement, donc Raoul, un camarade qui dit… De la centrale nucléaire? De nos centrales nucléaires. Donc c'est Hubert Lévy-Lambert qui dit qu'il y a plusieurs centrales nucléaires. On connaît Fessenheim, mais d'autres aussi qui vont être fermées. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc il y a un autre camarade, donc Raoul, qui dit « So what ?» Donc c'est un peu aussi la question que j'avais envie de vous poser. Ouais. Quand je relis votre tribune du Figaro, vous dites à la fin une réorganisation de l'État est nécessaire en gros. Donc voilà, donc là vous avez fait un diagnostic parfait. Mais alors, en termes de propositions, qu'est-ce que vous proposez? Et peut-être, est-ce que vous avez une idée, notamment pour la place des X et des X, des corps techniques, notamment dans un dispositif pour améliorer la situation? Voilà, je vous laisse répondre déjà à ces deux questions, puis après, je donnerai la parole au camarade Salmona. Allez.
Alors, d'abord, pour ce qui est des centrales nucléaires, je ne voudrais pas usurper de mes compétences. Je ne peux avoir qu'un avis de citoyen. Bêtement, je sais que on est un des pays qui pollue le moins en termes de CO2, qu'on a une électricité qui n'est pas très chère, une énergie même qui n'est pas très chère, que ce système il a été pensé peut-être pour évoluer évidemment techniquement, que toute industrie, toute usine, tout système technologique est périssable et qu'un jour ou l'autre il faut le changer ou le faire évoluer. Voilà, est-ce qu'il faut le faire pour des raisons idéologiques comme l'a fait l'Allemagne de Merkel? Est-ce qu'il faut le faire pour des raisons idéologiques qui remontent à la guerre froide, au fond, où les écologistes dans les années 70 étaient tout à fait hostiles à cette industrie parce qu'il y avait le syndrome Hiroshima et puis ensuite il y a eu le syndrome Tchernobyl? Alors qu'aujourd'hui, la priorité, apparemment, des priorités, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, on voit bien qu'il y a une contradiction et que les impératifs idéologiques ou politiques en la matière peuvent être tout à fait discutés ou en tout cas mis en balance avec une certaine rationalité. Si la rationalité, c'est de garder cette industrie dans le demi-siècle qui vient, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais vous aurez parmi vos collègues des gens infiniment plus compétents que moi pour parler de cette question. So what? Vous savez, cette question, je l'entends souvent, elle est intéressante, mais au fond, la première chose avant de faire des grandes constructions, des grands échafaudages et des projets politiques, au fond, parce qu'au fond, la réforme de l'État, c'est un projet politique. C'est un beau projet, même, je dirais, pour une élection présidentielle. Donc, c'est très intéressant. Et c'est peut-être le projet d'une génération en plus. Donc, ça ne se fera pas en un mandat, ça se fera sous réserve qu'il y ait de la continuité. On a pu démanteler une certaine manière de fonctionner de l'État en 20 ou 30 ans. Il faudra certainement autant de temps, ou en tout cas 20 ans, une génération pour le remettre. C'est ce qu'on avait dit au moment de la crise des Gilets jaunes. Si on veut, par exemple, construire une souveraineté dans un certain nombre de secteurs de notre État, ça va pas pouvoir, on peut le décider rapidement, encore faut-il qu'il y ait un consensus, mais il faut après la construire cette souveraineté. Et on voit bien que dans les processus industriels complexes, si on veut avoir à la fois une industrie militaire apparemment qui existe encore, si on veut sortir de la colonisation informatique, j'ai bien aimé cette expression de vos revues, si on veut reconstruire une industrie du médicament, si on veut avoir une agriculture souveraine, si on veut garder un certain nombre de domaines de compétences dans les matériaux de base, que ce soit l'acier, l'aluminium, tout ça ne va pas se faire rapidement. Bon. Mais le so what, c'est le fait que ce qui paraît aujourd'hui évident, si ce que j'ai dit est évident, c'est super. Enfin, moi, je trouve ça bien, mais j'en doute fort. Il y a une dizaine d'années, je m'étais engueulé avec un de mes amis qui était à la direction de Peugeot parce qu'il trouvait très bien qu'on on ferme au fond les usines les unes après les autres, qu'on les transfère dans un certain nombre de pays en développement ou de pays de l'Est, et qu'au fond, si on abandonnait l'acier, si on abandonnait l'aluminium, si on abandonnait la pharmacie, la chimie, et aussi, etc., c'était pas grave. C'était pas grave et c'était comme ça dans un monde ouvert, etc. Donc, si cette crise permet de faire des constats qui nous ramènent un peu à la raison et un peu à des considérations stratégiques, c'est très bien. Je ne suis pas du tout persuadé que dans 6 mois, on n'est pas, dans 6 mois ou dans un an, on oublie cette crise comme on a déjà oublié celle des Gilets jaunes et comme on a déjà oublié les attentats terroristes et qu'on revienne au fond au miel de notre construction européenne tranquille, un peu utopique et un peu déconnectée de la brutalité au fond du fonctionnement du monde. Donc, si ce constat est partagé pas seulement par un petit groupe d'intellectuels ou par un petit groupe de scientifiques, mais par la classe politique ou une partie de la classe politique, et qu'elle arrive elle-même à transmettre ce message non seulement aux gens que nous sommes, mais aussi aux jeunes Français, là, on pourra commencer à envisager l'avenir. Mais je ne suis pas du tout sûr que ces constats soient partagés. Ils sont partagés peut-être par des gens de ma génération qui sont plus vieux parce ils se rappellent et ils ont connu un autre modèle.
mais le modèle actuel, enfin, le monde industriel n'est pas quelque chose qui est populaire aujourd'hui en France. Les études scientifiques, vous savez très bien qu'il y a une énorme carence dans la fabrication de l'esprit scientifique, que la crise de l'école, ça fait partie de ces grands problèmes que d'essayer de trouver aujourd'hui des scientifiques. Alors bien sûr, on trouve des scientifiques de très haut niveau, mais une société scientifique, c'est pas seulement des polytechniciens et des ouvriers. Il y a un esprit collectif. Et c'est vrai que le fait que la science ait été sortie des IEP et que les élites aujourd'hui qui nous dirigent n'aient pas l'esprit scientifique, voire soient carrément achiffrés, c'est quand même un problème redoutable. Et ça, c'est pas quelque chose qui va pouvoir, on peut pas le faire disparaître. C'est là et ça va rester, voire même ça va s'aggraver dans les années qui viennent, du fait que l'éducation, c'est un processus très lent et très long. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait So What, effectivement, mais alors le So What, après, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a reconstruit tout, eh bien, effectivement, il faut peut-être définir un certain nombre de domaines stratégiques majeurs et puis se dire qu'un État qui veut survivre, bah oui, il est obligé de fabriquer, de contrôler en tout cas sa nourriture, ses médicaments, ses armements, ses matières premières, ses métaux rares. On sait que la Chine, on nous dit benoîtement que la Chine fabrique 90% des métaux rares et on sait que c'est la condition pour fabriquer une industrie électronique. Donc, là aussi, on est comme dans le domaine du médicament, on est dans les mains des Chinois. Donc, tout ça mérite plus qu'une réflexion, ça mérite un très long programme d'investissement et de reconstruction, d'abord intellectuel et ensuite pratique. Et donc, les ingénieurs, vous me posez la question, mais c'est leur boulot après. Mais encore faut-il qu'ils aient la main dans un certain cadre. Je ne suis pas pour un gouvernement technocratique, je ne suis pas pour un gouvernement de juristes, mais il faut recréer de la polyphonie. Et cette polyphonie intelligente et coopérative, à la fin, dans ces domaines de compétences, forcément, les ingénieurs retrouvent la main. En tout cas, ça devrait être le... Je ne vois pas comment ça pourrait marcher autrement. Merci pour ces réponses. Donc, il y a Jean Salmona qui a une question orale pour vous. C'est à toi. Oui, bonjour, m'entendez-vous? Ah, très bien. Bonjour. Bonjour, monsieur. Nombre d'X dirigent des entreprises, des grandes entreprises françaises de services et d'industrie, de rayonnement mondial, y compris quelques entreprises du CAC 40, avec succès. Ce sont des organismes qui répondent à une certaine rationalité, et là-dedans, les X se débrouillent pas mal. Quand on regarde la constitution du gouvernement, pas seulement celui-ci, mais des gouvernements des dernières années, des dernières décennies même, on y voit très peu d'X. Je crois qu'actuellement, il y a une polytechnicienne dans le gouvernement, et dans les cabinets ministériels, il n'y en a pas beaucoup non plus, contrairement à ce qui se passait autrefois. Est-ce que, nous avons un président et un Premier ministre qui sont déjà intelligents et qui ont l'air assez rationnels. Donc, s'ils ont choisi de ne pas s'entourer de mettre la rationalité, si je peux employer ce terme, c'est sans doute parce que l'opinion publique semble être de plus en plus irrationnelle et immature et non pas touchée par la rationalité des raisonnements, comme l'a fait remarquer à plusieurs reprises Jean-Éric Chotel, un de nos camarades que vous devez connaître, qui a publié à plusieurs reprises dans le Figaro à ce sujet. Donc ne pensez-vous pas que ce n'est pas une question de choix politique, mais une question d'opinion publique, d'état actuel des Français, qui serait à la fois, pour une partie, non négligeable, immature et irrationnelle, et immaturité et irrationalité que les réseaux sociaux contribuent à répandre dans la population? Vous savez, moi je suis prof depuis 30 ans. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne change pas beaucoup, c'est les élèves. Je crois que si on sait leur parler, si on sait les intéresser, ils suivent le mouvement. Alors, ils ne sont certainement pas insensibles aux évolutions de la société, au développement de l'Internet et à tout ce que cela entraîne, bien sûr. La frivolité, l'idée que tout existe et que donc c'est pas la peine d'apprendre, etc. Bon, néanmoins, je crois qu'il y a quand même un problème d'enseignement des sciences en France pour le commun, et c'est vrai que ce problème n'est pas résolu, c'est-à-dire que il y a quand même dans les professions scientifiques, c'est un petit peu comme les médecins, si vous voulez, à la télévision. Je ne sais pas si on en voit les meilleurs médecins. Là, j'ai l'impression que depuis un mois, on voit les
les meilleurs médecins, les vrais médecins parlaient. Et jusque-là, les médecins qui parlaient, c'était des médecins dont on peut se demander quel était leur lien avec le corps médical. Alors, ce n'est pas tout à fait ça, bien sûr, dans l'enseignement des sciences, mais il y a quand même un décalage entre ce que vous êtes comme scientifique, ce qui est au fond, et la manière dont on transmet la science aux enfants dans le système scolaire. Et donc, la science, elle a du mal à se faire peut-être respecter, à se faire entendre, à être prise au sérieux à cause du médiateur, je dirais. Alors, est-ce que c'est les programmes? Est-ce que c'est… Je ne pense pas qu'on soit dans une société qui soit absolument… qui retourne à l'obscurantisme, qui soit tout fait irrationnel, qui soit déconnecté de la nécessité. Enfin, je veux dire, ces jeunes, ils sont toute la journée sur des machines électroniques, que je sache. Ils vivent dans la technologie. Du matin au soir, et c'est pas parce qu'on vit dans la technologie qu'on a la rationalité, je suis bien d'accord, et qu'on y est forcément sensible. Toutefois, je pense qu'il y a vraiment l'effacement ou l'effilochement de l'esprit scientifique, y compris pour les gens qui ne feront jamais de science de leur vie. C'est un phénomène global, c'est un phénomène de notre société qui n'est pas, je pense, un problème ni en Chine, ni en Corée, ni au Japon, ni en Allemagne. Donc, c'est un problème culturel. Et ce problème culturel, évidemment, il a des conséquences à long terme. Et effectivement, on voit aujourd'hui toute la folie et la paranoïa et les comportements irrationnels des gens face à ce virus. Alors peut-être que c'est inévitable et peut-être que toutes les sociétés vont donner lieu à ce genre de comportement en cas de crise, je veux bien. Mais d'une manière générale, moi, je n'attaquerai pas les Français sur leur irrationalité. Je dirais que ça renvoie à des carences très graves de formation de l'esprit scientifique. La politisation du monde a été quand même quelque chose qui a construit l'esprit occidental d'une certaine manière. En tout cas, notre appareil éducatif était très puissant pour la transmettre. Et là, pour moi, le problème est là. Vous savez, M. Blanquer, je crois, a identifié ce problème en partie, même s'il ne vient pas du monde des sciences, mais il y a quand même beaucoup de gens qui partagent cette opinion. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des instituteurs, mais qui ne savent pas, qui n'ont aucun rapport avec la science et qui se retrouvent à enseigner les mathématiques toute leur vie dans l'enseignement primaire. Je crois que ça commence là. Alors, ce n'est pas les polytechniciens qui vont aller enseigner les mathématiques dans l'enseignement primaire, mais en tout cas, collectivement, la communauté scientifique devrait beaucoup travailler sur cette question. Je sais qu'elle le fait, mais moi, je verrais plutôt le mal à la racine que dans l'esprit frivole des Français dont on a toujours dit qu'ils étaient frivoles, ils le resteront certainement. Ça n'empêche pas de faire des maths et ça n'empêche pas d'être un peu rationnel. Merci. Et donc, je vous pose les dernières questions que je vais poser en bloc et puis après, je vous laisserai conclure votre intervention. Donc, alors, première question, donc Antoine Huard, qui compare la situation actuelle avec monopensée des élites, défaillance d'anticipation, avec la situation décrite par Marc Bloch dans L'étrange défaite. Alors, est-ce qu'on est dans la même situation qu'avant 40 ? Claude Trin qui parle du côté très centralisé de la France. Alors, est-ce qu'il faudrait décentraliser, aller vers du fédéralisme pour casser l'arrogance jacobine, comme il le dit, et que ça irait mieux si on décentralisait? Et deuxièmement, il parle du statut des fonctionnaires qui permettent pour eux de se lancer sans risque dans des carrières politiques ou dans des entreprises. Est-ce que ça devrait être réformé et est-ce que ça servirait au redressement du pays? Ensuite, Hubert qui fait remarquer que quand les entreprises de MEDEF disent qu'il faut travailler plus, il est très mal reçu par les syndicats. Donc, est-ce qu'il ne faudrait déjà pas travailler plus et comment convaincre les gens qu'il faut travailler plus? Damien Balmé qui nous dit qu'on reste dans une économie de marché, le monde est une économie de marché et que si on recherche les coûts faibles, est-ce que ça ne sera pas toujours la Chine et l'Asie qui seront les fournisseurs de matières premières et de l'industrie électronique pour un bout de temps? Et enfin, Emmanuel Teboul qui nous dit, donc en gros, ça fait penser au ministère du redressement productif, sauf que, à l'époque, donc Arnaud Montebourg, qui était le ministre du redressement productif, d'après Emmanuel, pour lui, ça n'a pas marché. Alors, comment garantir le succès d'une vision souverainiste des intérêts industriels agricoles? J'en profite pour dire que donc lundi,
soir, on aura le plaisir aussi de recevoir Arnaud Montebourg, donc il pourra répondre aussi à cette question directement. Directement. Voilà, c'est à vous pour ces questions, les réponses à ces questions et votre conclusion. Merci. Écoutez, je vais commencer par la fin. Le redressement productif, ça ne pouvait pas. Vous pouvez pas. Alors, moi, je ne suis pas compétent pour juger Arnaud Montebourg, ni son ministère, ni son action. Simplement, je pense que l'entreprise était vouée à l'échec parce qu'à l'époque, personne n'était intéressé par cette vision des choses. Vous ne pouvez pas faire des réformes d'ampleur contre tout l'appareil d'État. Il faut bien comprendre que ce soit des élus locaux, que ce soit des politiciens qui sont à l'affût d'une carrière, qui sont dans une stratégie de court terme, que ce soit des juristes, y compris les plus compétents, qui sont chargés de gérer l'appareil d'État d'un point de vue de la légalité, qui doivent faire des ordonnances, qui doivent fabriquer des lois, qui doivent contrôler les lois, leur application, etc. Enfin, ces questions de production ne les intéressent absolument pas. Ce n'est pas leur problème. Si c'était le problème de la classe politique française, on se serait attaqué au déficit commercial depuis très longtemps. Et on voit que ce déficit commercial, qui traduit matériellement, physiquement, chaque année notre déficit industriel et productif, n'intéresse personne. On n'en parle même pas. Donc, réformer en dehors de cette crise, faire des réformes d'une telle ampleur, au-delà du symbole et de la marinière, quand personne n'y croit, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que ça ne peut être qu'une vision globale et partagée. La recherche du moindre coût, puisque c'était l'avant-dernière question, c'est directement lié à l'économie productive, puisque les gens sont dans la logique. On va faire, ils sont ricardiens jusqu'au bout des ongles, mais ça ne veut rien dire. Ricardo, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que, alors sinon, effectivement, on a une économie mondiale et on fabrique dans chaque région du monde la spécialisation avec un système optimal de transport, aucun problème énergétique, aucun problème de surproduction, de surpeuplement et de concurrence. Et dans un monde idéal, effectivement, on est tous sur une île et on se partage les noix de coco, les poissons frais, etc. Mais ce n'est pas ça le monde. Le monde, c'est un monde très violent, très concurrentiel. Les rapports de force internationaux sont très brutaux. Et donc, quand effectivement les Chinois ont l'opportunité de nous fabriquer des médicaments à un prix qui les intéresse, ils nous les donnent. Mais si les Argentins ou les Mexicains ou les Américains payent mieux, ils leur vendront et nous, on n'aura plus rien. Et vous savez que toutes les pénuries qu'on a dans le système pharmaceutique actuel, il y a des centaines de médicaments qui sont en rupture, vous le savez, qui le sont depuis plusieurs années et qui ne le sont pas du tout à cause de cette crise. Et actuellement, il y a même des médicaments extrêmement vitaux qui le sont. On parlait du curare, mais il y en a beaucoup. Ces médicaments sont en rupture parce que la sécurité sociale les paye à un prix faible et que, comme on est sur un marché mondial, la loi de l'offre et de la demande, le plus offrant obtient tout ce qu'il veut. C'est comme ça que les États-Unis achètent des masques et que nous, on se retrouve. C'est très bien qu'il y ait le Maroc, mais voilà, les masques chinois qu'on était parti leur acheter, ils sont partis ailleurs. Eh bien, voilà, le système du moindre prix, ça aboutit à ça. Donc, il faut définir un certain nombre de domaines stratégiques de production et autres pour pouvoir construire une souveraineté, si c'est ce qui nous intéresse. Après, si ça ne nous intéresse pas, c'est un autre problème. Travailler plus. Effectivement, il y a clairement un problème, mais à partir du moment du très simple, je dirais, où quand vous travaillez plus, quand vous ne travaillez pas du tout, vous n'êtes pas pénalisé finalement puisque vous avez des revenus de substitution. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3 millions de jeunes en France, c'est l'OCDE qui l'a dit l'année dernière, entre 15 ans et 34 ans, qui ne sont en dehors de toute activité, en dehors de toute étude et en dehors de tout apprentissage et stage. 3 millions de jeunes donc, sont totalement désocialisés du point de vue du travail. Il y a quand même 6 millions de chômeurs, 3 millions à temps plein, 3 millions à temps partiel. C'est des chiffres absolument gigantesques.
Et le taux d'emploi prouve d'ailleurs qu'on est loin d'être au bout de nos compétences. Alors, sans parler de la retraite, sans parler des congés payés, sans parler de l'âge d'entrer dans le monde du travail qui recule. Donc, il y aurait théoriquement des réserves de production absolument considérables. Mais effectivement, puisqu'on a un état social tout aussi considérable, eh bien, les gens font un arbitrage rationnel entre finalement je travaille 3 mois, je me mets en congé pendant 1 mois. Les jeunes font des années de césure, font des voyages autour du monde, font des petits boulots, etc., font du woofing, font tout un tas de choses qui fait que le rapport à l'emploi, effectivement, et au travail, c'est extrêmement distendu. Et donc là, ça mérite aussi une réflexion. Personne, je pense, ne sait dans la science infuse, mais peut-être qu'il y a un rapport effectivement entre le coût et l'intérêt que peut représenter un investissement dans le travail. Marc Bloch, oui, l'étrange défaite. Bon, on n'est pas encore envahi par l'Allemagne et on n'a pas perdu toute notre souveraineté. On a perdu une bataille, ça c'est sûr. On n'a pas perdu la guerre, mais bon, disons que Marc Bloch, il écrit sur une tragédie qui s'est déroulée 20 ans après la Grande Guerre et 20 ans après le triomphe de la France et de l'armée française en 1918-1919. La France, à Versailles, pensait être le maître du monde, avoir la plus puissante armée du monde. Ensuite, elle s'est bétonnée derrière un système jugé infranchissable, la ligne Maginot. Et en 6 semaines, elle a tout perdu. Et finalement, la mort d'1,5 million de soldats à la guerre de 14 a été rendue inutile par le défilé des Allemands sur les Champs-Élysées. Donc, cet effondrement absolument inouï, ce n'est pas le nôtre aujourd'hui. Nous, on est plutôt sur une déclivité durable dont on n'arrive pas à sortir d'ailleurs. On descend, marche après marche. C'est plutôt ça qui est inquiétant. Ce n'est pas l'effondrement abyssal. Alors évidemment, l'arrêt de l'économie pendant au moins 2 mois risque de faire très très mal. Mais ce n'est pas quelque chose qui est comparable. Mais donc, cela dit, on retrouve un certain nombre de traits sur l'impréparation, en tout cas la préparation qui était sur le papier tip-top, mais effectivement, au dernier moment, on se rend compte qu'il y a encore des soldats qui montent avec des chevaux, qu'il manque des munitions, qu'on a des avions mais qu'on ne s'en sert pas, qu'on a des tanks qu'on ne s'en sert pas, que les ordres sont contradictoires, que l'administration se mélange les pinceaux, etc. Bon, donc, il y a évidemment des points de comparaison. Bon, le jacobinisme... alors on dit il y a quand même eu ce qu'on a appelé la décentralisation. C'est quand même, enfin je veux dire, moi je vous renvoie à l'article très intéressant que j'ai lu tout à l'heure sur le corps des ponts, sur son démantèlement, sur le démantèlement des DDE. Il a été fait au profit de qui ce démantèlement? Il a été fait au profit des maires, il a été fait au profit des collectivités locales, il a des conséquences en termes de corruption. Il a des conséquences en termes de dégradation de l'environnement et de l'espace périurbain. Tout le monde le voit. Il a des conséquences aussi sur sur les transferts de main-d'œuvre qui sont passés de l'État aux mains des collectivités locales dans ce domaine. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même eu, c'est pareil dans le domaine culturel, enfin, moi je pense, c'est pareil dans le domaine de la coopération. Je pense que la coopération française, elle marcherait beaucoup mieux si elle était un peu plus organisée et qu'il n'y ait pas 4 niveaux l'État, les régions, les départements, les villes, tous ont des départements d'échange avec le monde. Enfin, on n'a pas les moyens et c'est assez grotesque et ça donne lieu pour le coup à des recoupements, à des confusions, à des doublons, enfin, etc. Donc, je ne suis pas sûr que plus de décentralisation, après 40 ans de décentralisation, va améliorer nos problèmes. Et ça, c'est mon point de vue personnel. Et pour terminer, vous me parlez des fonctionnaires, c'est ça? Oui, le statut de la fonction publique. Ah, le statut de l'élu, c'est ça? Le statut de l'élu, écoutez, il est évident que il faudrait que tous les citoyens puissent être élus. Enfin, je veux dire, la République, c'est ça. Et donc, l'absence de statut de l'élu que promettent maintenant tous les présidents, il y a un certain nombre de choses qui promettent systématiquement dans les campagnes électorales et qui ne sont pas mises en œuvre. Ça en fait partie, je crois. Même s'il y a eu des améliorations récemment dans ce domaine, il est évident qu'il faudrait aider d'une manière différente en fonction des origines professionnelles et
et niveaux de vie dont on vient. Et il est évident qu'on ne peut pas traiter tout le monde de la même manière. On ne peut pas traiter de la même manière quelqu'un qui a un appartement à Paris et quelqu'un qui a un appartement en Corse, etc., etc. Donc oui, il y aurait une… Mais bon, le problème, c'est qu'on on aime bien la centralisation, pas forcément la centralisation de l'État, on aime bien que toutes les règles soient égales pour tout le monde, même quand ça nous fait… tomber dans l'absurdité. Aujourd'hui, vous avez… Enfin bon. Donc, dans ce domaine-là, il faudrait effectivement avoir une instance qui existe certainement, parce qu'il y en a déjà beaucoup, ou tout simplement que le Parlement et le Sénat, de son côté, s'intéressent au cas particulier de leurs membres et puissent les aider, pérenniser. Ils ont des fonds. Il ne faut pas oublier que le Sénat et l'Assemblée nationale, elles dorment chacune sur un petit trésor, si ma mémoire est bonne, et qu'elles pourraient parfaitement utiliser cet argent pour faciliter de la vie de leurs élus, y compris après leur fonction, et de l'adapter en fonction des besoins particuliers. Voilà. Après, c'est une histoire de cas par cas, je pense, plus que de règlement général, mais c'est très dur en France de faire du cas par cas. Voilà, donc écoutez, je pense avoir répondu à vos questions dans la mesure de mes moyens. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, Monsieur Daniel, et puis vous qui avez écouté, j'ai vu que vous étiez assez stable, donc voilà, donc puisque vous m'avez écouté depuis, je ne sais pas, 3/4 d'heure, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir pris ce temps et bonne conférence avec Monsieur Montebourg, si je comprends bien. Merci beaucoup, professeur. Merci, Monsieur Merci Vermeret. La prochaine, c'est mercredi à 18h, donc mercredi 29 avril à 18h, avec Jean-Christophe Fromentin, qui est donc dans 2 jours maire de Neuilly-sur-Seine et qui nous parlera aussi de la gestion de la crise d'un point de vue d'un maire, justement, et puis aussi de sa vision du monde d'après. Et lundi, 18h, ça sera Arnaud Montebourg, et je vais annoncer par email tous les prochains webinaires. Merci, professeur. Et merci à notre organisateur. Merci. Oui, merci à Laurent Daniel, absolument. Merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup. À vous. Dès mercredi, 18h. Très bonne soirée. Merci. Merci.